Alors bonsoir, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je suis très heureux que M. Langlois ait accepté de poursuivre ces invitations qui jouaient non pas de malheur, mais qui effectivement étaient retardées de date en date. Et effectivement, c'était il y a 2 ans que vous auriez dû subir cette conférence, qui aurait été certainement différente. Non pas que j'ai changé, mais j'ai pas fait énormément de conférences papier dominauté, mais pour en avoir fait plusieurs, c'est vrai que je varie un peu la manière de m'y prendre. Et j'essaye de partir non pas d'un texte qui est très, très bien bâti, mais plutôt de notes que j'ai prises et essayer de circonscrire un domaine qui est un domaine neuf, neuf. En tout cas, pour nous, il a été assez vite neuf. Il a été neuf pour beaucoup de personnes parce que tout simplement, les papiers dominotés dont je vais peut-être, enfin, je vais pas peut-être, mais peut-être pour certains, je vais dire des choses sur papier dominoté qu'ils connaissent déjà, mais je pense que je vais devoir quand même dire qu'est-ce qu'un dominoté, qui sont les dominotiers, quelles sont les villes dominotières, etc. Et donc des choses que je suis obligé de rappeler avant d'en venir à d'autres choses, enfin ajouter la manière dont nous-mêmes nous avons abordé le sujet, dont nous-mêmes l'avons étudié et dont nous-mêmes l'avons. Alors, c'est pas un sujet qu'on a créé parce que le papier dominoté nous préexiste. Hein, on peut avoir des premiers papiers dominotés qu'on peut dater de la fin du XVIe siècle. Ils sont extrêmement rares, mais bon, on en a, et notamment il y en a un au Musée d'art décoratif qui a été souvent publié, il y en a un autre à la BNF, il y en a aussi à l'étranger, quelques-uns qu'on peut connaître. Nous-mêmes, on s'est plutôt intéressé à des papiers qui nous sont parvenus, quelques-uns qui datent de la deuxième partie du XVIIIe siècle, et c'est un ensemble qui n'avait jamais été étudié, mais je reviendrai un petit peu sur la bibliographie du papier dominoté en France, et on verra qu'en 2010, lorsqu'André Jam, que j'aurais bien aimé avoir à mes côtés ici, ou même qu'il aurait été encore préférable qu'André Jam me remplace et je ne sois pas là, peut-être, ou dans la salle pour l'écouter, aurait pu vous faire cette conférence, parce qu'il était vraiment le premier à faire un livre dont je vous montre la couverture, hein, qui est un livre qui est épuisé, qui s'appelle Papier dominoté, avec un sous-titre que je ne connais pas par cœur, donc je vais vous le lire quand même, parce que j'aime beaucoup ce sous-titre, Trait d'union entre l'imagerie populaire et les papiers peints, avec des dates, celles que je viens de donner, 1750-1820, qui sont les dates, on va dire, extrêmes des papiers que l'on connaît, enfin que l'on répertorie. Donc ce livre, dont je reparlerai un peu plus tard, comme des suivants, est un peu à la base de ma présence ici, sachant que j'ai beaucoup travaillé avec André Jam à ce livre. C'est lui qui a travaillé, mais on a travaillé à ses côtés, et que lui demandant de faire un deuxième livre, il a préféré trouver que j'exagérais comme éditeur, et après l'avoir fait travailler pendant 1 année, voire 2, sur le premier titre, il a dit « Moi, je me retire, j'ai d'autres choses à faire, les papiers d'homité, c'est formidable, mais il faut trouver quelqu'un d'autre pour les faire. » Et c'est vrai qu'il nous a remis la clé de l'étude des papiers dominotés en nous disant qu'on était non pas les mieux placés, mais qu'il n'y avait pas d'autres personnes que nous pour poursuivre ce travail. Ce travail étant essentiellement un travail de documentation, puisque avant André Jam, on va dire qu'il y avait 60 papiers qui avaient été publiés, dont on connaissait une reproduction. Hein, voilà. Et après André Jam, il y avait 260, 200 les siens plus 60. Et on a poursuivi la quête de papier nouveau en publiant à nouveau 200. Et parallèlement, alors j'espère que je ne suis pas trop digressif, mais c'est vrai que les choses s'ordonnent de manière complexe, on va dire, comme toujours en matière d'édition, en matière de recherche. C'est vrai que simultanément, nous avons fait des recherches sur le papier dominoté italien, en publiant un autre volume que je n'ai pas ramené ici, et puis un autre volume sur les papiers allemands, qui, pour être un peu connus, enfin pour avoir été étudiés quand même dans leur pays, en Italie et en Allemagne, n'était pas du tout, n'avait fait l'objet d'aucun titre en France. Donc on connaissait un peu les papiers dorés allemands pour en avoir vu, mais on n'avait jamais eu aucune étude sur le sujet. Pareil sur les papiers dominotés italiens, pour lesquels nous avons publié là aussi environ 250 modèles, et davantage parce qu'on a eu la chance de publier une chose qui nous manque, hein, qui nous manque vraiment. En France, on a publié donc dans le livre sur les papiers italiens, on a publié un spécimen d'un imprimeur de dominoté qui s'appelle Bertinazzi, qui était installé à Parme. Et cet ensemble, qui est une documentation sans doute pour les représentants, qui allaient présenter ces modèles aux imprimeurs et aux relieurs et tous les gens qui pouvaient, aux marchands papetiers, qui présentent aussi 300 ou 400 papiers. Donc on a vraiment une masse vous allez voir, de motifs très impressionnants. Alors masse de motifs très impressionnante,
mais qui sans doute n'est qu'un tout petit, enfin, un petit reste de tout ce qui a pu être produit dans les années dont je vais vous parler. Donc, j'ai fait un petit PDF qui a été composé un petit peu rapidement et avec un peu non pas des lambeaux, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'un peu... pourtant, on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup documenté, on a eu des documents dans tous les sens, mais c'est vrai que quand vous reprenez un travail, vous ne retrouvez pas toujours parmi 1000 ou 1200 images les images que vous auriez aimé retrouver. Ou alors il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas que je sois quelqu'un de très occupé, mais voilà, j'ai passé le temps que je pouvais passer à cela. J'ai commencé par une première image qui est un bois, puisque le papier dominoté est une impression sur bois. Donc c'est vraiment un bois gravé qui fait, alors il y a toutes sortes de tailles. Là c'est un fragment de bois, hein, c'est pas un bois complet, mais qui font généralement entre 45 x 32 cm. Voilà, c'est à peu près la dimension d'un bois et d'une feuille de papier que l'on va imprimer sur ce bois. Donc ce bois, évidemment, est gravé par celui qu'on appelle le dominotier. Le dominotier est un graveur sur bois. Voilà. Je vais venir sur le mot domino et dominotier dans un instant, qui grave en creux, hein, avec tous les outils du graveur sur bois, hein, et qui laisse en relief ce qui va être imprimé sur le papier. Donc ce qui va être imprimé, là on voit qu'il s'agit de petites fleurettes et puis de petits décors comme ça, aspect répétitif. Alors c'est souvent très répétitif le papier dominoté, du moins dans beaucoup de ces aspects. C'est gravé plus ou moins finement. C'est vrai qu'on va voir qu'on a des bois qui sont relativement grossiers, avec donc des grossiers ou sauvages. André Jam aime bien employer le terme de sauvage. Alors, c'est pas qu'ils sont faits à la va-vite, mais ils sont faits par des gens qui ont appris le métier un petit peu, voilà, comme des autodidactes, ou n'avaient pas les grands maîtres. Et ces bois servent à imprimer une feuille. Cette feuille est monochrome. Alors bon, on a des bois, le noir est fort utilisé, mais le bleu plus encore. On a aussi des bois à partir d'une couleur rouge, etc. Et pour certains qui ne demeurent pas monochromes, on a effectivement des adjonctions de couleurs. Alors on a un petit peu avancé. Alors j'espère que ça va fonctionner. Donc, alors, on ne commence pas par un livre, on commence par une boîte recouverte de papier dominoté. Alors, pas tout à fait seulement de papier dominoté, elle est recouverte pour l'extérieur d'un papier à la colle, qui effectivement est... On peut la dater, hein, très précisément parce qu'on connaît ce papier et qu'on peut le dater de 1760-70 à peu près. Donc le papier intérieur, donc c'est un papier à la colle, c'est une boîte classique du 18e, hein, avec les coutures fil à l'extérieur, etc., bombées. Et ce qui apparaît, donc un papier à la colle, qui est encore une autre manière de faire des papiers que celui qui nous intéresse, absolument sans bois et sans cuivre. Ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est qu'on a effectivement un aspect extérieur très abîmé et l'intérieur est d'une fraîcheur incroyable. Alors on va se rendre compte dans les papiers qui vont défiler, alors il y en a une quarantaine ou une cinquantaine, je ne sais pas, on va voir qu'il y a des papiers qui sont restés en assez bon état, relativement éclatants, et d'autres qui sont complètement passés, soit par l'usage, soit parce qu'ils ont été exposés à la lumière, soit parce qu'ils ont été passés de main en main, de main plus ou moins propre, plus ou moins attentive à sauvegarder l'allure première du livre. Et là, ce qui est absolument intéressant, c'est qu'on a un bleu et un jaune qui nous donnent l'idée de ce que pouvait être comme coloris, le choix des coloris par les dominotiers. Ils essayaient vraiment d'avoir des couleurs qui attiraient l'œil. Donc on a des rouges. Alors, on est donc sur une impression au bleu avec une adjonction au pochoir, parce que là, ça a l'air d'être très très précis, au pochoir du jaune. Hein, donc on est sur quelque chose en deux couleurs. Voilà. Alors, peut-être dire quand même qu'est-ce que c'est qu'un domino. Quand apparaît le mot, il apparaît très tôt. Hein, j'avais renoté, je l'ai noté 10 fois, 100 fois, qu'on en a une première occurrence dans un livre des métiers au XIVe siècle, donc une première occurrence du mot dominotier. On le retrouve ici et là dans les dictionnaires, et on le retrouve notamment chez Rabelais dans la Pantagruéline Prognostication, où il met en rapport le dominotier avec des gens de bas étage, dit-il. Donc le dominotier est un artisan qui appartient à la catégorie de bas étage. C'est vraiment un petit artisan, pas très prisé. Voilà. Le mot domino, au départ, c'est un mot italien qui signifie capuchon, masque, enveloppe. On ne voit pas très bien le rapport avec le domino.
Certains ont avancé qu'il y aurait un rapport avec le terme de dominus, qui était parfois inscrit en bas d'images, pour le coup, d'images populaires, donc d'images de représentation. Et d'autres ont avancé que ça pourrait être les dominos qui se succèdent côte à côte. Ça me paraît pas très possible comme manière d'envisager la chose, mais en tout cas, on n'a pas vraiment, personne n'a jusqu'à ce jour pu donner vraiment une étymologie bien certaine de ce mot. Hein, donc domino, dominotrie, dominotier, sont des choses qui apparaissent très tôt et qui, donc, dont je vous disais, les premiers signes qu'on a, en tout cas, traces qui nous restent, sont plutôt du XVIIe que du XIIIe. Voilà. Alors, quels étaient les usages du domino? Alors, on vient de voir qu'une petite boîte qui était recouverte de dominos intérieurs. Le domino servait aussi à recouvrir des petites pièces de la maison. C'est vrai qu'à l'époque, on recouvrait les murs pour les maisons bourgeoises, en tout cas, soit dans les chaumières, évidemment, il n'y avait rien au mur, elles n'étaient pas recouvertes. Sinon, on était recouvert de tissus, de cuir, etc. Mais parfois, pour des petites pièces, on pouvait aussi les couvrir de ces papiers dits dominotés, qui sont, à leur manière, des ancêtres, ou en tout cas des précurseurs de ce qu'on appellera un peu plus tard les papiers de tenture. Les papiers de tenture étant nos papiers peints d'aujourd'hui, ou en tout cas les papiers peints qui commencent à pénétrer l'ameublement, en tout cas les aménagements intérieurs, au fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Voilà. Donc ça, c'est pour les usages. On peut les trouver aussi au dos de tableaux, on peut les trouver au dos de miroirs, on peut les trouver en différents endroits. Alors, évidemment, le papier, vous savez comme moi que c'est une chose très très fragile. Il est encore plus fragile lorsqu'il est quand on l'utilise beaucoup, hein, comme cette boîte, elle doit être ouverte, fermée, etc. Et qui donc a du mal à tenir la durée, hein, même si c'est pas une chose très ancienne. Hein, il ne paraît pas qu'une chose qui a 250 ans soit bien ancienne. Alors, on a là un dominoté que j'ai choisi pour son côté complètement... pourquoi sauver un dominoté comme celui-ci? Le livre n'est pas passionnant de mémoire, je ne me souviens plus quel est le titre. Il a été... le papier est totalement passé, il est taché, il est monochrome, il a été... restauré par un amateur qui a mis du papier craft, hein, qui a vraiment, il a voulu le sauver, mais enfin de la manière la plus misérable qui soit. Hein, il n'a pas voulu y mettre le prix. Et on voit très bien que ces livres fragiles qui nous parvenaient, étaient des livres qui étaient un peu déconsidérés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas beaux. On reçoit un livre qui n'est pas intéressant. Par exemple, on visite le grenier d'un grand-parent. On va voir un très beau Marocain. On va tout de suite repérer que c'est un livre exceptionnel, bien relié, il est beau, il est en parfait état, on va se dire, bon, ça, on va le garder, on a encore la place chez nous. On trouve un livre comme ça, si on n'est pas collectionneur, si on n'a pas un temps soit peu attentif aux livres du XVIIIe siècle, aux livres anciens, on va peut-être s'en débarrasser assez vite. Ça explique, c'est l'une des raisons qui explique la rareté de ces volumes qui nous sont arrivés. Alors, on a une chose qui est importante qu'on va tout de suite noter. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un travail, vous imaginez le graveur sur bois, il s'est contenté de graver des petits carrés, et puis côte à côte, il en a fait une planche de la taille que je vous disais tout à l'heure, 40 par 30, 42 par 30, 45 par 32, et puis voilà, on a imprimé ces papiers, donc c'était relativement simple. Il y a une chose qui nous importe ici, c'est qu'on a une signature, On a un lieu, Orléans, et on a chez. Donc chez, on va trouver un certain nombre de noms à Orléans, de créateurs de papier, vendeurs de papier, mais là, on n'a pas la totalité de la signature. Cette signature, c'est généralement effectivement un nom de ville, un nom de graveur, enfin un nom de marchand, parfois, mais très 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 rarement, le nom d'un graveur, le nom du graveur. Je disais que les dominotiers n'étaient pas très très estimés, donc évidemment, ils n'avaient pas l'habitude de signer leurs œuvres. C'est-à-dire qu'on considérait que ce n'était pas nécessaire de signer leurs œuvres. Mais on peut trouver François Michelin, on peut trouver André Barque, on peut trouver quelques graveurs qui signent généralement d'initiales leurs travaux. Voilà. Donc on a... et puis on a souvent, on va le voir je pense un peu plus tard, peut-être pas tout de suite, mais peut-être. Non, là on a un papier qui est vierge de toute... pareil, monochrome, une impression bleue.
on s'arrête là, dans quand même un langage, on va dire, un peu plus complexe que les petits carrés qu'on vient de voir, mais bon, avec des fleurs, etc. C'est un petit peu plus complexe à graver. Là, pareil, on a quelque chose qui est beaucoup plus charmant, qui est beaucoup plus mignon. Pareil, toujours cet état dépenaillé, un livre qui vous arrive comme ça en disant, bon, il est en fin de course, alors bon, il faut le sauver, hein, il faut le sauver. Il faut, alors à mon avis, à mon sens, certainement pas le restaurer, il faut le protéger éventuellement, le mettre dans un étui, le nettoyer s'il le faut, le gommer. Mais en tout cas, moi j'aime les livres dans cet état, enfin j'aime les livres. J'aime aussi les livres qui nous arrivent dans un état parfait, hein, qui ont été conservés parfaitement. Mais j'aime bien aussi que les livres racontent leur histoire et nous disent le temps qu'ils ont vécu. Voilà. Alors, un autre papier, toujours alors pareil, sans inscription. Alors pourquoi sans inscription? La feuille est beaucoup plus grande que ces deux plats de couverture, hein, et ce dos. Et donc on peut imaginer, on voit bien qu'on garde les marges blanches, hein, donc on utilise le maximum du papier, et on peut imaginer que si 4 livres ont été brochés avec cette même feuille, il y a l'un des 4 livres qui porte la signature qui nous fait défaut ici. Sachant qu'un grand nombre de bois, alors peu de bois nous sont parvenus, sans doute j'aurai l'occasion d'en reparler, et vous aurez peut-être aussi des questions à me poser si je n'ai pas traité de certains, enfin je ne traiterai récemment pas de tout, mais si j'ai complètement omis de parler de telle ou telle chose, certains bois, effectivement, ne sont pas signés. D'autres bois sont des bois de réutilisation où l'on voit qu'on a acquis un bois plus ancien et qu'on a effacé la signature qui figurait. Donc on a toutes sortes de cas de figure et on a des feuilles qui sont totalement anonymes où il n'y a jamais eu d'inscription d'aucune provenance. Donc on ne sait absolument pas qui. Donc là, on a quelque chose de bon, un motif qui est très simple, hein, moi je trouve que c'est ce qui est magnifique dans ces. Alors, voilà, là, on a quelque chose d'un peu, enfin, voilà, qui a été rongé par la moisissure, etc. On a de nouveau une inscription, pardon, j'espère que je vais pouvoir me débarrasser de cette fenêtre, à Avignon. Là, on a un numéro, je vous parlais de numéro, hein, donc on les observe. Hein, là, on voit qu'on a quelque chose d'assez simple, une impression en bleu, hein, que vous pouvez voir, des lignes, hein, tout simplement, un cadre, une inscription gravée de lettres, là on a juste le numéro 374, et puis au pochoir, 2 couleurs sont posées, un jaune et une sorte de rose-brun. Voilà, donc on va parler de l'atelier, on va dire un petit peu. J'aimerais bien trouver, alors je ne le trouve pas évidemment, parce que, encore une chose, on voit bien là aussi, les deux faces n'ont plus les mêmes couleurs, hein, l'une a été plus exposée que l'autre, et ce papier très fragile est en partie passé. Alors on s'est permis de publier 2 gros volumes, ces choses-là. Alors évidemment, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, s'il y avait un côté pari fou, quoi, c'est-à-dire publier des choses qui ont été méprisées longtemps, qui sont méprisables, et qui, effectivement, quand vous les montrez à quelqu'un qui n'est pas vraiment un spécialiste du livre, peuvent lui paraître, mais pourquoi est-ce qu'il publie ces vieux papiers? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur passe par la tête? À nouveau, un numéro de 276. J'aurais dû... Voilà, là, une collection de papiers, enfin une collection de livres, hein, donc c'est en partie la collection d'André Jam. Alors, on va parler des jeux de cartes dans un instant. Là, j'aimerais bien trouver avec une adresse complète quand même, enfin. Là, c'est un bois de François Michelin. Alors là, on est à la marge du papier dominoté, mais c'est François Michelin qui signe ça au Mans. Et c'est une sorte de premier essai de couverture, au sens avec un titre. Là, c'est des livres de la bibliothèque 2, mais on peut dire qu'on a déjà, alors c'est un bois, effectivement, mais on a déjà une sorte d'idée qu'on pourrait titrer les livres. Hein. Alors, titrer les livres, ça va appartenir à... C'est l'une des raisons pour lesquelles titrer les couvertures de livres. À nouveau, 4, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, on reviendra peut-être sur certains. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus... On voit qu'il y a plus que 2 couleurs, hein. On peut avoir 4, 5, 6 couleurs. Voilà, on a enfin quelque chose, on arrive à quelque chose. Alors, on a à Orléans, chez Sylvestre Leblond, numéro 290, très probablement, ou 11, 12, 13, etc. Je crois qu'on a le numéro qui a été retrouvé et qu'on a pu... Donc là, un très beau papier, de petites fleurettes, décor à fleurettes, une signature complète, qui nous importe beaucoup parce qu'on a effectivement essayé de retrouver les noms des graveurs et les noms et les lieux d'origine.
Alors, une chose est à noter que les inscriptions en lettres sont des inscriptions faites à la gravure. C'est-à-dire que les métiers étaient très séparés et il était hors de question que les typographes acceptent que les dominotiers puissent leur prendre le plus petit bout de leur métier et puissent imprimer des lettres. Donc, c'était vraiment gravé. C'est gravé de manière assez sommaire. Et on s'aperçoit que c'est gravé par des gens qui, certes, étaient instruits de leur métier, étaient instruits de plein de choses, mais en tout cas avaient une écriture souvent très, très maladroite. Donc, effectivement, ce n'était pas nécessairement des grands lecteurs. Et on a des signatures à Orléans, H-O-R-L-E-A-N, à Avignon, G-N-I-O-N. Le graveur du Mans, Portier, écrit parfois son nom, qu'il doit connaître, pourtant Portier avec un accent, Portier I-E, Portier E sans accent, et puis Portier ER. Donc on a une variante, c'est le même, hein, on en est persuadé, on le connaît, on va en parler plus tard. Donc on a les associés à Paris, qui était un grand, enfin probablement une association, mais les associés, au départ une association de graveurs, et on a parfois les associés avec IERS, ou les associés E sans ES, etc. Donc c'est très, très variable. Ici, on a une chose qui est importante et que je remarque et qui me permet de faire une remarque, pardonnez-moi pour mon absence de vocabulaire, on a une étiquette au dos. Donc c'est vrai que ces papiers dominotés, qui étaient considérés comme des papiers posés de manière éphémère, c'est-à-dire des papiers d'attente, ne disent rien du contenu du livre. Donc ils ont quand même cette faiblesse, on va dire, qu'on peut les reconnaître. On peut dire, bon, on sait très bien que derrière ce livre se trouve telle œuvre, parce qu'on a mémorisé, on a associé quelques fleurs à un nom d'auteur et à un titre, mais sinon, si on a plusieurs volumes de cette même nature, donc effectivement, les gens ont commencé à mettre des étiquettes pour les sauvegarder. Mais ces feuilles de papier qui servaient aux libraires à brocher les livres n'avaient en réalité dans l'idée, ne devait recouvrir les livres que de manière très temporaire. Hein, donc revenons à la manière dont les livres étaient. Bon, les livres étaient imprimés, ils étaient mis en feuilles, en cahiers, et le libraire recevait, selon ses commandes, selon ses réseaux pour les recevoir, un certain nombre de livres en feuilles. Généralement, il les laissait. Les feuilles étaient rassemblées dans une sorte de. On voit ça encore, on voyait ça encore. On peut trouver des choses du 19e comme ça, des ficelles qui maintenaient le livre dans son ordre pour éviter que si on laisse tomber le paquet, tout se répande et qu'on ait du mal à reclasser. Exactement comme quand on a oublié de folioter ses pages et qu'on laisse tomber son paquet. C'est vrai que c'est ennuyeux à reclasser si on n'a pas folioté. Donc les libraires les recevaient comme ça, et c'est le libraire qui généralement posait ses papiers. Donc c'est le libraire, en fait, plutôt la femme du libraire ou les enfants, les jeunes filles ou les jeunes apprentis qui posaient ces papiers au fur et à mesure, ou peut-être dans certains cas, si un libraire pensait qu'il aurait la vente de tel ou tel titre en assez bon nombre, il pouvait effectivement en commander 10 exemplaires et tout de suite les brocher et faire 10 exemplaires. Alors 10 exemplaires, il allait prendre une feuille complète qu'il allait couper en 4 ou 2 ou 6 selon le format du volume, et puis commencer à les poser. Alors longtemps, on a pensé que alors d'une part, il y avait comment se procurer les papiers, le coût des papiers. Donc il y a des papiers qui, effectivement, on imagine qu'un papier comme celui-ci, on a peu de références pour le dire, était un peu plus coûteux que le petit papier à carreaux qu'on a vu tout à l'heure, qui demandait moins de travail, qui ne demandait pas de pince-sauteuse. Donc peut-être il y avait cet élément-là du coût du papier. Il y avait l'élément, le papier était très très rare. On peut aussi imaginer qu'ils récupéraient des bouts de papier qui avaient été posés dans des cabinets, voilà, qui récupéraient des bouts de papier, ou alors ils choisissaient, ils avaient un certain nombre de feuilles, et puis ils les choisissaient au bonheur de la chance pour tel ou tel livre. Alors longtemps on a pensé ça, c'est vrai que à force de vadrouiller, enfin en tout cas de regarder un peu comment ça se passe, on s'est dit, la logique c'est qu'on recouvre d'un même papier une série. Et c'est vrai qu'à Avignon, lorsque nous étions allés avec Christiane, mon épouse, on avait visité un certain nombre de bibliothèques, essayé de trouver des livres. On avait trouvé quelque chose d'exceptionnel que malheureusement on n'a pas pu reproduire dans nos livres pour des raisons, voilà, dont c'est pas très intéressant de parler. On n'a pas pu les reproduire. On a une photo, mais on n'a pas eu l'autorisation de les reproduire. Et on a trouvé un paquet emballé dans une feuille de 8 livres
reliés exactement de la même façon à l'état de neuf. C'était absolument magnifique, 8 livres d'un papier avignonné, signé Avignon. Et c'était un grand décor qui, lorsqu'on les rassemblait, les 8 livres, on reconstitué une feuille et demie d'un même modèle. Donc on se disait, bah oui, c'est comme ça que ça se passe. On a une feuille, on a 6 livres, 8 livres, etc. Et on broche. Il se fait que, pour contrarier évidemment cette thèse, enfin cette supposition, ce sentiment, on essaye de penser comment cela pouvait être pensé. Je suis allé il y a peu de temps, 3-4 ans, à Bourges, peu importe où c'était, parce que c'est un papier orléanais, les papiers orléanais voyagent assez bien, et j'ai trouvé le même livre couvert. Alors pareil, dans un état de neuf, il n'était pas chez un libraire, il n'était pas dans un emballage, il avait été déballé, on va dire, mais 8 livres, le même titre, comme il vous plaira, un livre qui date de 1760-65, dont André Jam reproduisait un exemplaire, c'est-à-dire qu'il avait un exemplaire qu'il avait trouvé, pareil que ceux que j'ai trouvés, à l'état de quasi neuf, c'est un livre qui n'avait jamais été lu, pas coupé, parfait. Et moi, j'avais 7 papiers différents, 7 papiers orléanais différents, donc qui venaient contredire notre thèse, ce qu'on venait de dire. Donc je pense que c'était fait un petit peu comme ça venait, avec sans doute un goût pour attirer le chaland, c'est-à-dire qu'on imagine ce papier-là est relativement séduisant d'emblée, et on peut imaginer que les libraires, en tout cas qui achetaient ce papier dominoté, choisissaient. Donc là, on a le numéro 146 chez les associés, quelque chose de beaucoup plus élaboré en termes de gravure, avec quelque chose qui ressemble déjà à un papier de tenture. Hein. On imagine très bien que l'on pose ça sur un mur, une feuille complète, voire plusieurs feuilles positionnées à la file l'une des autres, et côte à côte. Voilà. Alors ça va me permettre de... Pour l'instant, on a vu peu de provenance. On a vu Orléans, on a vu Paris, je crois, oui, à l'instant. Ça va me permettre déjà de parler des lieux où l'on produit les papiers. Avant cela, je vais quand même revenir sur les dominotiers. Il y a les graveurs sur bois, évidemment. Et les graveurs sur bois, bon, je vous parle de dominotiers parce que c'est ceux qui nous intéressent, c'est ceux qu'on trouve sur les livres. Mais il y a d'autres types de gravures sur bois et des gravures beaucoup plus attentives. Alors il y a, en tout cas, qui demandent un savoir-faire un peu plus exigeant. Alors, il y a notamment le Cartier, qui est un graveur sur bois, qui grave les cartes à jouer et qui a comme difficulté, alors il y a effectivement les pics, carreaux, cœurs, trèfle, il peut graver des tarots avec des images quand même un peu plus complexes, et il grave les figures, qui sont les figures que l'on connaît dans tous les jeux de cartes. Donc voilà. Donc on va dire que le métier de graveur sur bois était organisé en trois niveaux, 3 strates. On avait au plus bas le dominotier, celui qui pouvait peut-être espérer un jour devenir cartier, hein. Et puis il y avait le cartier qui, lui, pouvait espérer devenir graveur d'images ou tailleur d'images, qui, lui, pas avait le droit, se permettait de représenter. Donc il allait faire les images populaires que l'on connaît, dont certaines sont particulièrement belles, particulièrement séduisantes et particulièrement fraîches, je veux dire, au niveau de la gravure, hein, et beaucoup plus complexes. Hein. Même déjà là, on voit quand même qu'on a, toujours par rapport à mon petit carré ou à des petits losanges qu'on va voir tout à l'heure, répétitifs, on voit bien qu'il y a un savoir-faire pour graver une planche avec ses fleurs, autrement voilà, ça demande beaucoup plus de savoir-faire que ce qu'on a pu voir. Et donc, le sommet après le quartier, il y a le graveur d'images, comme je viens de vous le dire. Alors, il y a un personnage que vous avez déjà sans doute croisé qui s'appelle Jean-Baptiste Michel Papillon, qui publie en 1766 un traité historique et pratique de la gravure sur bois en 2 volumes, qui est un livre important, parce qu'on n'a pas énormément de choses. Alors, on a des dictionnaires qui nous parlent un peu de la gravure sur bois, mais on a peu de choses, c'est vraiment la somme. Alors lui, il est très, très sévère avec les dominotiers. Alors, son père était graveur, c'est une famille de graveurs. Son père a été le premier à faire des papiers de tenture à raccord. Hein, donc à raccord, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir fait des tentures qui se raccordaient les unes aux autres, donc avec plusieurs planches qui faisaient des motifs en continu, alors à la fois en longitudinal et en latéral. Et donc, c'était des gravures extrêmement fines qui supposaient un savoir-faire avec des décors très complexes, en fait, très complexes et très fins. Et il compare ces grands graveurs sur bois à
des gens qui peuvent effectivement être en concurrence avec les tailles-douciers, puisque effectivement il y avait concurrence pour les papiers, les débuts, les balbutiements du papier peint. Les graveurs en taille douce faisaient aussi les papiers, gravaient aussi les papiers, et la finesse du trait en gravure, évidemment, n'a rien à voir avec celle que l'on peut obtenir par une gravure sur bois. Donc là, il est très très sévère. Que dit-il d'eux? Qu'ils sont des barbouilleurs. Je crois vraiment qu'ils sont des barbouilleurs. Les dominotiers sont barbouilleurs. Alors pourquoi dit-il ça? C'est vrai que les dominotiers, on voit que parfois leurs planches sont un peu baveuses, mais surtout les pinceautières ou ceux qui posaient au patron les couleurs, et les couleurs posées au patron, ben, il suffit que le patron bouge un petit peu et ça déborde. Et la couleur n'est pas exactement dans le cadre du dessin qui a été prévu pour cela, quoi. Alors les villes, on n'a pas encore parlé des villes, on a vu Paris, on a vu Orléans, j'ai parlé du Mans, je vais revenir sur le Mans parce c'est assez important et on a pas mal d'éléments sur un graveur Manceau qui nous a laissé des archives, enfin, dont les archives nous sont parvenues. On a Lyon, qui est un lieu important de gravure. Mais alors Lyon, on connaît, alors je vais essayer de retrouver, alors il y a 2 graveurs que l'on connaît à Lyon, Chavagneux, qui est représenté par donc une signature, on a Lyon-Chavagneux, un seul qui est représenté ici, un deuxième nom qui est Ménétrier, qui avait été publié par Clouzot dans un livre ancien sur les papiers peints, donc un deuxième, pareil, on ne connaît qu'un seul modèle, et j'ai trouvé, alors, car la pêche ou la recherche n'est jamais finie, j'ai trouvé il y a quelques semaines un livre que je trouve très très beau, enfin moi, je trouve très très beau, et où apparaît une nouvelle signature, Parisé. Alors Parisé, il se fait que l'on sait qu'il a été graveur à Lyon, et donc c'est évidemment, il était graveur sur cuivre, graveur sur bois, mais il est évident que c'est un papier lyonnais. Malheureusement, alors pas de chance, on a d'autres éléments mais inscrits, mais qui sont illisibles, en tout cas pour lesquels actuellement je n'arrive pas à définir qu'est-ce qu'on a en plus. On lui a un N, donc on peut imaginer Parisé numéro, et puis né devant, je ne sais pas si c'est une association de 2 graveurs, je ne sais pas. Il faut que je recherche un peu plus loin. J'ai lu un article sur Parisé graveur que l'on m'a communiqué, mais je n'ai rien vu sur les papiers dominotés de Parisé. Donc on est, comme on peut le voir, parfois, effectivement. Et alors pour Lyon, on a beaucoup de Lyon qu'on va dire anonymes, mais j'y reviendrai un peu plus tard, qui sont lyonnais, mais qui ne sont pas signés. Donc une ville, Le Mans. On a la ville de Chartres, qui est une ville très importante. Orléans et Chartres sont des grands lieux de gravure, d'imagerie populaire, sont des grands centres de gravure, et évidemment, la dominoterie y est très présente également. Généralement, les métiers dans les ateliers étaient mélangés, et on faisait un peu tout, ou en tout cas, on vendait tout. On a d'autres villes pour lesquelles on a malheureusement beaucoup moins de choses. On a Arras, un papier dominoté connu, on a Besançon, avec quelques papiers connus, quelques-uns attribués à Besançon, parce que parfois de manière un peu hâtive, mais bon, probablement pas totalement fautive. On a un livre. Si on a un livre qui est imprimé comme celui-ci à Dole, donc à Dole, on ignore absolument ce livre, donc ce papier n'est pas signé, mais c'est imprimé à Dole, je vais vous dire en quelle année. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà qu'il est en 1760, imprimé à Dole. On peut imaginer que soit il y a des dominotiers à Dole dont on connaît mais alors, nullement l'existence, soit on a un centre qui n'est pas très loin, ou des centres qui ne sont pas très loin, qui sont Besançon, Montbéliard, des centres qui peuvent fournir. Et on a à Besançon un papier qui ressemble beaucoup à celui-là, donc on peut dire Besançon, mais entre crochets, point d'interrogation, avec grande incertitude sur nos attributions. Qu'est-ce que je vais vous donner encore comme ville? On a Marseille, 2 papiers connus. Metz, un nom qui est cité par Papillon, qui en dit le plus grand bien, évidemment, et je l'ai noté quelque part. Alors, il y a Antoine à Metz, et qui fait un travail, écrit Papillon, pitoyable. Alors, on ne connaît pas, rien ne nous est arrivé d'Antoine à Metz. On connaît un papier messin, mais il n'est pas signé, il est juste attribué par un collectionneur à Metz, etc., sur un livre messin. Et Papillon qui signe un autre nom d'un dominotier
à Reims, un certain Savoie, qui fait également un travail pitoyable aux yeux de Papillon, inconnu au bataillon. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du temps, Papillon le connaissait, on avait vu donc des œuvres pitoyables, mais nous-mêmes n'avons jamais rien. À ce jour, n'avons rien retrouvé. Voilà, on pourrait continuer avec Toulouse, Avignon, on vient de le voir, c'était un centre important, Avignon, du sud de la France. Aix-en-Provence, alors Aix-en-Provence, André Jam n'avait aucun papier d'Aix-en-Provence. On a été à Aix-en-Provence pour visiter la bibliothèque, on est tombé sur des conservateurs qui nous ont ouvert leurs portes et on a découvert 2 noms aixois, donc 2 nouveaux noms qu'on a publiés donc, dans ce second volume sur les papiers dominotés, dont je ne vous ai même pas montré la couverture, qui est celui-ci, qui est le 2e volume. Voilà. Donc les choses avancent à pas très très lent. Et pour l'instant, on a donc publié, vous disais-je, environ 400 papiers. On en connaissait 60. On a sous les 400 papiers 300 qui sont signés, avérés. On sait qui les a faits et on peut les attribuer. Et puis une centaine d'autres qui sont choisis ou parce qu'on pense que ça pourrait être attribué, et surtout parce qu'on les trouve différents de tout ce qu'on a vu, et qu'on trouve qu'il s'agit d'un modèle intéressant parce que variant, ou très variant, avec ce que l'on connaît. Parce que alors pour des raisons qui sont de tous ordres, ça c'est un très très beau papier à Orléans chez Huquier, le numéro 3. Alors on voit bien qu'il a recouvert un livre, mais on n'en a que la couverture. Il a été effectivement sali. En tout cas, il y a une trace de poussière au centre. Mais on voit bien qu'il est très lumineux, monochrome, tout simple. On a vu tout à l'heure quelque chose d'un peu semblable où il avait rajouté des couleurs. Bon, ça ne se discute pas. Je trouve que celui-là est particulièrement magnifique, particulièrement séduisant, y compris dans son aspect incomplet. Voilà. Donc, d'autres centres encore que l'on cite. Il y a, je pourrais prendre notre table des matières, puisqu'on a classé par ville. Il y a Strasbourg, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a Tournai, mais on est au bord de nos frontières, donc on n'a pas retenu Tournai. Bref, il y a encore quelques autres villes que je vais vous dire quand même, pour celles que l'on connaît. Mais on peut, là encore, imaginer que notre connaissance est très, très incomplète et va être prochainement, je pense, ma table des matières, c'est un sommaire, il est là, pardonnez-moi. Donc dans les livres que nous avons, alors je sais que André Jam a Metz en plus par rapport à nous, mais nous on a Aix, Arras, Avignon, Besançon, Chartres, Lyon, Le Mans, Nîmes, j'ai oublié de parler de Nîmes, Orléans, Paris, Rouen. J'ai oublié de parler de Rouen. Voilà à peu près les lieux où on a pu trouver des témoignages de papiers dominotés. Voilà, donc c'est une chose assez importante de savoir qu'il y a des grands centres. Alors, les grands centres, effectivement, c'est des centres de circulation aussi, c'est-à-dire que ces papiers circulent beaucoup et on trouve des papiers avignonnais recouvrant des papiers parisiens. Alors là encore, incertitude. Est-ce que c'est des livres parisiens qui ont été vendus à Avignon, recouverts à Avignon? Certains sont dotés de marques d'appartenance. Donc on sait que c'est un livre parisien qui appartient à un collectionneur avignonnais. Donc on peut penser qu'il a été acheté chez un libraire, mais on a l'effet inverse où un papier parisien se retrouve à Avignon. Donc il y a une grande circulation de ces papiers. Voilà. Alors, on va venir sur leur aspect. Une chose que je n'ai pas dite et qui est quand même importante, pourquoi ces papiers aussi étaient considérés comme éphémères, c'est que jusqu'on va dire à la veille de la Révolution, les bibliothèques étaient conçues comme devant être reliées. Et donc on ne laissait pas, effectivement le libraire vendait un brochet recouvert parfois d'un papier dominoté, parfois recouvert d'un simple papier de couleur, parfois recouvert de rien du tout. On trouve aussi des livres qui ne sont pas recouverts, qui n'ont pas de couvrure, qui sont juste cousus, ou parfois même qui ne sont pas cousus, mais généralement ils sont cousus. Et ces papiers, les gens qui achetaient des livres ou qui formaient une bibliothèque avaient un certain nombre d'achats qu'ils faisaient chaque année, 50, 100 livres, 150 livres plus ou moins, et portaient ces livres aux relieurs pour les retrouver quelques mois plus tard, somptueusement ou moins somptueusement, mais en tout cas recouverts de cuir.
Donc le relieur, apparemment, qui devait avoir une mésestime complète pour ses premiers, enfin pour ces papiers qui recouvraient les livres, avait vraisemblablement le geste, le seul geste, c'était de déchirer ces papiers, les enlever, les jeter ou en tout cas les maltraiter, ne pas les conserver. On n'a pas trouvé de traces d'un relieur qui les aurait empilés et qui les aurait gardés, en tout cas un relieur du XVIIIe siècle. Et puis de recouvrir de cuir le livre et de mettre en garde, non pas des papiers dominotés, mais des papiers marbrés. Hein, vous pouvez aller circuler chez les libraires d'anciens ou circuler dans les bibliothèques et vous allez voir que les livres reliés sont en règle générale recouverts de papier marbré. Alors c'est un goût français, le goût français, aller au papier marbré, qui étaient les papiers plus coûteux que ne l'étaient les papiers dominotés, hein, puisqu'on a quand même une connaissance de certains nombres de prix, et on sait que les papiers marbrés, qui pourtant, à mon avis, ne nécessitent pas davantage de travail, étaient beaucoup plus appréciés. Cela dit, dans les papiers marbrés, il y a toutes sortes de qualités de papier marbré. Hein. Les plus grossiers, un peu comme Papillon, on pourrait dire qu'il y a les maîtres en papier marbré, et puis ceux qui font des papiers marbrés pitoyables. Alors, j'ai quand même ici ramené, jusqu'en 2010, quand le livre d'André Jam paraît, on considérait que la France ne possédait pas, on n'avait trouvé aucun livre avec des gardes en papier dominoté. Il se fait que, là encore, le travail avançant, on a trouvé quelques traces de livres de papier, de gardes recouverts de papier dominoté. Alors j'en ai ramené un ici. Je n'ai pas ramené beaucoup de livres, donc je ne devrais pas l'avoir déjà égaré. Mais non, il est là. Donc c'est un papier, c'est sur une œuvre de Voltaire. Et donc on a exceptionnellement un papier dominoté en garde. Alors c'est en garde, hein, donc en garde sur un papier relié traditionnellement en cuir. Et donc évidemment les deux gardes, un papier absolument magnifique, hein, voilà, à mes yeux, de couleur éclatante, un petit peu comme ce qu'on avait à l'intérieur de notre boîte tout à l'heure, hein, entièrement protégé par par cette reliure-là. C'est exceptionnel, c'est qu'on connaît, on a une dizaine maintenant qu'on connaît, qu'on a retrouvé. Alors la thèse d'André Jam, qui me paraît encore tenir, mais qui est peut-être moins certaine qu'on avançait. Les premiers qu'on a trouvés, on les a trouvés dans l'est de la France, du côté de Metz et du côté de Strasbourg, donc des reliés avec des papiers en garde, des papiers dominotés, et du côté du sud-ouest, aux frontières de l'Espagne plutôt. Et donc on s'est dit que c'est une influence de ces pays qui n'avaient pas ce goût immodéré ou ce goût exclusif pour le papier marbré, qui avait permis à certains relieurs d'oser faire une chose qui était sans doute contraire à l'esprit et de la mode et l'esprit du goût de l'époque. Hein. Donc on a quelque chose qui semble peut-être, ça c'est convenablement relié, mais bon, ce n'est pas non plus des grands relieurs qui se permettaient de faire ce genre de travail. Donc c'est assez intéressant de retrouver. Alors évidemment, si les papiers dominotés avaient servi en garde, on en aurait conservé bien davantage que nous en conservons, hein, puisqu'on vient de voir que le geste du relieur était de jeter le papier dominoté, qui, lorsqu'il n'était pas jeté, lorsque le livre restait à l'état de brochure recouverte de papier dominoté, était un peu déconsidéré, était fragile et risquait de disparaître. C'est aussi la raison pour laquelle c'est une des raisons pour lesquelles on a probablement peu de traces qui nous soient parvenues. Jusqu'à encore un Benoît Huquier, le numéro 22 cette fois. Pareil, une couverture qui a été déchirée. Donc là, le livre n'intéressait pas. En revanche, un collectionneur a enlevé ce qu'il pouvait enlever de la couverture et l'a conservé. Hein, donc ça, c'est encore quelque chose qui est à Orléans, toujours chez Benoît Huquier, le numéro 31. J'ai encore 1000 choses à vous dire, évidemment, mais je vais vous parler peut-être du nombre, alors, de ce qui nous reste et des traces qui nous restent. Alors bon, par exemple, là, on a un numéro 31, mais pour Benoît Huquier, je crois l'avoir noté, je n'ai pas appris tous mes chiffres par cœur. En fait, on a fait dans le deuxième volume, on a essayé de répertorier tous les papiers qui avaient été publiés. Donc les 60 dont je vous parlais, hein, dont on a connaissance, qui étaient parus dans un livre important et que j'allais citer plus tard, mais autant le citer tout de suite, de Marie-Ange Doisy, qui a écrit un livre qui fait toujours référence, qui s'appelle « De la dominoterie à la marbrure », hein, donc elle fait le lien entre les deux, et elle publie un
un assez long prologue consacré à la dominoterie avec là une quinzaine de papiers qui sont reproduits, dont certains sont à nouveau reproduits dans ce volume-ci, voire dans ce volume-ci, de manière, on va dire, non pas meilleure, mais disons à des formats plus respectueux des originaux. Donc ça, c'est un livre important. Donc on garde ça. Il y a Nicole Garnier qui avait fait un livre qui travaillait au Musée des Arts Décoratifs, qui est un lieu de conservation de l'imagerie, enfin de tout ce qui est populaire, hein, art et tradition populaire. Pardon, j'ai dit art décoratif, Musée des Arts et Traditions Populaires, qui maintenant a été versé au MUSEM. Hein, donc les collections sont assez difficilement accessibles. En tout cas, quand nous, on a travaillé, elles étaient totalement inaccessibles, parce qu'on ne savait pas si elles étaient à Paris, si c'était à Marseille. En tout cas, il n'y avait absolument personne pour nous les montrer. Donc Nicole Garnier, qui avait fait 2 volumes consacrés à l'imagerie populaire, a reproduit en toutes petites vignettes et signalé une trentaine de papiers ou une vingtaine de papiers qui appartiennent toujours aux collections des arts et traditions populaires. Donc, j'ai fait un répertoire de un index de tout ce qui est paru, et on peut très bien savoir combien on connaît de papiers signés Benoît Huquier qui sont arrivés à nous. Alors, on va essayer de trouver ça. En principe, je l'ai là. Pardonnez-moi. On a un numéro d'ordre quand même, je peux peut-être continuer à parler tout en cherchant. On a un numéro d'ordre dont on connaît les chiffres extrêmes. On va dire on peut connaître le numéro 2 et le numéro pour Benoît Huquier, justement. On connaît le numéro 164. On a dû le voir peut-être précédemment. On imagine, mais je pense à juste titre, et on peut le croire, par exemple pour Gauguin, on connaît les numéros 1, 2, 3, 4, 5, on a des séries comme ça. Donc on peut imaginer que c'était un numéro d'ordre, comme on a toujours pratiqué, et qu'on numérotait de 1 à X les planches que l'on gravait. Et on avait des trous, on avait peut-être des erreurs, on avait peut-être des doublons, c'est possible, mais en tout cas, il était probable que si on a un numéro 264, c'est qu'il a existé 263 modèles précédents. On connaît, dans certains cas, pour les associés, on va voir l'image tout à l'heure, un modèle qui porte le même numéro, mais avec 3 variantes. Donc on peut avoir 3 bois pour un même numéro. C'est encore plus compliqué que ça si on imagine que certains pratiquaient aussi ce type de numérotation. Mais donc pour Benoît Huquier, pour revenir à lui et à Orléans, on connaît son numéro 164 et on en a trouvé 11. Donc on est du côté de 5%. Vite calculé, un peu plus, 7-8% de traces qui nous sont parvenues. Alors ces traces nous sont parvenues parfois par des papiers incomplets, rarement par des feuilles complètes, et parfois, et généralement, en un seul exemplaire. Hein, en un seul exemplaire. Donc c'est vraiment, on parle d'une production assez importante. On va voir, quand on va étudier l'atelier de Gauguin au Mans, que les productions sont très importantes, très importantes. Mais ce qu'il en demeure est très mince. Alors on a d'autres cas que j'ai relevés qui sont... Alors pour certains, comme pour Le Tourmy, qui est un grand graveur à Avignon, on connaît presque 15% de sa production. Il publie pas loin de 500 papiers. C'était sans doute un grand commerce. Enfin, ces papiers circulaient beaucoup et donc on a des traces. Ils devaient être aussi dans le goût de l'époque, peut-être les vendre moins cher, je ne sais pas. On a vu Leblon à Avignon. On a un numéro 381 et on a 7 papiers connus. Donc on est vraiment sur des choses infimes qui nous parviennent. On pourrait faire, je pourrais continuer la liste. Hein. Quand on travaillait avec André Jam sur son premier volume, on estimait qu'environ 2 à 3%, peut-être un peu plus, de traces nous est parvenu du travail des Dominotti. Hein, donc ça c'est à la fois intéressant et inquiétant que les choses disparaissent à ce point et si vite par manque d'attention. Alors, le manque d'attention, je vous ai expliqué pourquoi déjà, au départ, on remplaçait, on supprimait. Et après, c'est vrai que ce travail, on va dire, a continué un petit peu par méconnaissance. C'est vrai que ces livres se retrouvaient dans des bibliothèques, dans des fonds, et effectivement, il n'y avait pas d'attention à ces choses-là. Et on va dire tout ce qui était populaire était un peu négligé. Et donc, dans certaines bibliothèques, on a dû faire exactement le même travail que le relieur
livre fragile avec un petit papier abîmé, etc. On ne va pas s'embêter, on va s'en débarrasser. Et puis, bon, ça se peut pratiquer dans les petites bibliothèques, pas dans les grandes, évidemment, et il y a longtemps. Mais néanmoins, on peut imaginer que ça se pratiquait. Donc, beaucoup de choses qui disparaissent également. Alors, je vais revenir au Mans, où il y a un personnage assez important qui s'appelle Cordonnier d'Autry, qui est à un moment donné conservateur de la bibliothèque et du musée de Tessé au Mans. Et il est un des premiers, en 1926, à publier un article sur un certain Jacques Gauguin, dit scié, c'est-à-dire qu'il signe ses papiers sciés. Quand il publie cet article, c'est parce qu'il a trouvé un inventaire après décès du dit Gauguin qui meurt en 1772. Et donc, il trouve un inventaire de ce qu'il laisse à son décès. Il laisse à sa veuve. Alors, un peu comme dans l'imprimerie, les veuves succédaient souvent au mari. Parfois le gendre, c'est-à-dire que c'est souvent quand même des familles composées de plusieurs dominotiers. Donc, les choses restaient familiales. Voilà, restaient familiales. Donc 1772. À l'époque où il publie son article sur ce... En fait, Cordonnier n'a trouvé aucun papier signé scié. Alors qu'il est au Mans, qu'il est conservateur de musée, qu'il s'intéresse à la question, et que le Mans a déjà été assez bien étudié. Alors, pardonnez-moi pour mon côté désordre, mais après tout, c'est plus vivant le désordre que l'ordre. Il se fait qu'un des premiers livres parus sur la dominoterie est un livre de... Alors, pareil, la mémoire me fait défaut, mais je l'ai noté parce que je sais que d'un certain baron de Liéville, qui publie entre 1867 et 1873 un volume qui s'appelle « Recueil de bois ayant trait à l'imagerie populaire, aux cartes à jouer, etc. » 3 volumes, tirés chacun à 50 exemplaires. C'était vraiment un richissime collectionneur et curieux. Ami de Champfleury, dont on connaît, enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la célèbre histoire de l'imagerie populaire. Champfleury, bon, également auteur, écrivain, à un moment directeur du musée de Sèvres, donc s'intéressant beaucoup aux arts, à différents arts. Lui-même collectionneur de papier dominoté, dont on retrouve aujourd'hui quelques pièces au musée de Rixheim, au musée du papier peint. Donc on va dire que Liéville avait déjà travaillé au Mans. Donc il y avait un premier travail qui a été fait. Et quand Cordonnier d'Autry prend la suite, on va dire 60 ans plus tard, il n'a toujours pas trouvé de papier signé scié. Quelques années plus tard, il publie un deuxième article. Il a trouvé 3 papiers signés sciés au fond de sa bibliothèque, la bibliothèque du Mans. Donc il est très, très content de trouver ça. Et c'est vrai qu'en continuant le travail, il se fait que moi j'ai été bien accueilli au Mans. Quand je suis bien accueilli, je retourne parce que c'est plus facile de travailler dans des lieux où on est bien accueilli que ceux où on est perçu comme quelqu'un qui dérange et qui vient prendre le temps, voler le temps des gens qui le consultent. Et donc j'ai beaucoup travaillé au Mans et j'ai pu ajouter 4 sciés en plus. Donc on est à 7 sciés connus, enfin 7 sciés signés connus avec les signatures. Alors pour l'une, je crois qu'elle viendra un peu plus tard, il a fallu trouver cette signature dans une demi-reliure et c'était un peu comme ici, hein, je veux dire, on a vu que c'est dans le retour de papier qu'on trouve la signature, hein, donc parfois on peut le trouver aussi dessous, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever ici, en fait, bon, ici, là c'est pas possible, ça a été collé dessus, mais on peut avoir en dessous, on peut trouver une signature. Donc c'est comme ça qu'on avance. Alors, ce qui est important pour ce personnage, Jacques Gauguin, dit scié, signant scié, c'est un peu la description de son atelier dans son inventaire. Donc, il naît en 1723 et il meurt en 1772. Alors, j'ai proposé de vous lire l'inventaire plutôt que de l'avoir appris par cœur, ce dont j'étais incapable. 18-19. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer très longtemps. C'est un tout petit passage que je donne. Alors, il faut insister ici sur le nombre, ça c'est moi qui écris, pardonnez-moi, c'est pas encore les guillemets, sur le nombre considérable de bois gravés conservés dans la demeure, hein, donc au moment de l'inventaire. 24 planches unies prêtes à être œuvrées, donc 24 bois prêts. 45 pièces à 4 planches de gravure. Donc là,
4 planches, ça veut dire qu'on pouvait effectivement, ça a été peu pratiqué en France, mais on pouvait, au lieu d'avoir des pinces sauteuses et des patrons, etc., on pouvait aussi faire plusieurs impressions. Une en bleu, une en rouge, une en vert et une en rose, admettons. Ça supposait des dispositions très précises pour qu'il y ait un repérage assez parfait. Les Italiens ont été les meilleurs et Raimondini a vraiment progressé, on va dire, dans l'art de publier des dominotés avec des papiers, enfin selon ce type d'impression. 33 planches à gravure, 162 planches gravées en domino, donc 162 planches, 139 planches gravées à fleurs et en papier à fleurs, et 30 planches à 4 gravées en images. Sans compter à l'eau d'autres planches gravées de peu de valeur. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont considérées comme peu de valeur, mais en tout cas, on voit que dans cet atelier, qui est un petit atelier dont nous sommes parvenus, on a vu 6 gravures authentifiées, il y a un nombre de planches considérable qui ont dû être utilisées, hein, puisque certaines sont un peu plus loin décrites comme n'existant plus ou en très mauvais état et déjà sur le point d'être brûlées. On apprend, quand on continue à lire cet inventaire, qu'il y a environ 100 000 feuilles de papier imprimées. Alors, soit d'images, soit de dominos. Donc, vous imaginez un petit atelier du Mans, ils sont plusieurs. Il y a Portier au Mans et il y a l'Estrade. Donc, ils sont 3 au moins qu'on connaît. Et le Loup, pardon, et encore. Donc 4 qu'on connaît. Hein, donc il y a plusieurs ateliers au Mans, mais ce Gauguin possède en fond 100 000 feuilles. Hein, donc on vient de voir comment on a du mal à trouver un petit bout de feuille, et on en a en 76 100 000 encore. Bon, qu'il n'a pas vendu, hein, donc elles n'ont peut-être jamais été vendues, hein, c'est possible qu'elles n'aient jamais circulé, mais on est quand même très, très impressionné par le rapport entre ces deux chiffres, entre l'un et l'autre. On apprend aussi, alors sur son atelier, on apprend effectivement comment est organisé son atelier. Donc il a une petite maison qu'il loue dans un lieu-dit paroisse du Crucifix, une petite maison à 2 étages. Il y vit avec sa femme, ses 2 filles, son gendre et encore plus tard 2 autres enfants nés du mariage de sa fille, de l'une de ses filles avec le gendre, qui lui-même est évidemment dominotier. Il a donc une boutique au rez-de-chaussée qui sert aussi d'atelier, un atelier-boutique au rez-de-chaussée avec tous les instruments nécessaires à la gravure et nécessaires à la conservation et à la vente des papiers dominotés. Donc c'est vraiment, c'est un document assez exceptionnel qu'on a, parce que les inventaires, malheureusement, enfin, on sait très bien ici dans un lieu d'archives, tout ce qu'on peut apprendre à la lecture d'un inventaire, mais on en possède relativement peu. Par exemple, on a peu d'inventaires de bibliothèques pour connaître les livres qui se trouvent dans une maison. On a une bibliothèque, 150 volumes. On a rarement des inventaires très précis, comme celui-là l'est relativement quand même par rapport à ce que l'on vient de dire. Alors, j'aurais aimé vous, dans le même ordre d'idées que la grande découverte, pardonnez-moi, j'exagère évidemment, la minuscule découverte de Parisé Dominotier, il se fait que je connais assez bien Strasbourg et je m'étais toujours beaucoup, enfin je connais assez bien et je vais assez souvent à Strasbourg, je m'étais toujours beaucoup intéressé à savoir s'il y avait pu y avoir des dominotiers et des choses qui demeurent à Strasbourg. Et notamment des papiers qui pouvaient ressembler aux papiers dorés d'Allemagne, puisqu'il y a quand même une influence germanique qui a longtemps perduré. J'ai interrogé tous les libraires, tous les conservateurs, je ne les connais pas tous, hein, mais quelques conservateurs, etc., qui se sont dit non, on n'a jamais vu rien signé Strasbourg, etc. Non, vraiment, donc des gens qui vivent dans le livre depuis encore plus longtemps que moi, ou en tout cas plus près du livre que moi. Et on a publié dans un volume que je n'ai pas rappelé non plus, et ramené non plus, donc dans le 4e volume consacré au papier décoré, papier doré d'Allemagne, mon épouse a publié une demi-feuille où apparaît très lisiblement la marque Strasbourg. Donc c'était une grande découverte, on les a mis dans les papiers allemands, hein, on aurait pu discuter, mais bon, on les met là parce que c'était un papier doré et que ce n'était pas du tout une tradition française. On ne faisait pas de papier doré en France. On le faisait en Italie, mais pas, et en Allemagne évidemment, mais pas en France. Et puis bon, on est très content parce qu'on se dit, bon, on avait quand même raison d'y croire. Hein. On est quand même, la chance sourit parfois à ceux qui continuent de chercher.
Et je pense 2 ans après l'apparition de ce livre, on reçoit la lettre d'un ami, de quelqu'un qui se recommande d'un libraire qui est un ami, une connaissance en tout cas. Il dit, je crois avoir trouvé la deuxième partie de votre feuille, effectivement totalement raccord, et apparaissait, alors assez difficile à lire, mais on voyait quand même, on lisait le nom Matthias Blanc. Donc c'était formidable, on avait enfin pour Strasbourg un nom, un papier, et on pouvait imaginer que si Matthias Blanc avait fait une feuille à Strasbourg, il en avait fait d'autres. Il ne s'était pas arrêté là. Donc là, pour le hasard du métier d'éditeur, nous fait publier un livre sur l'histoire de la bibliothèque de Strasbourg, une histoire, ce n'est pas du tout le sujet de la conférence, mais une histoire tout à fait passionnante. Et donc j'ai l'occasion de retourner à Strasbourg, qui est la ville où j'ai appris à lire, et de visiter un certain nombre de lieux, notamment la BNU. Comme je faisais un livre avec eux, ils étaient assez ouverts à me laisser fouiller un petit peu dans leurs réserves. Pareil à la bibliothèque municipale, qui se trouve à la bibliothèque André Malraux maintenant, ou médiathèque, pardon, on n'est plus bibliothèque. Et pareil aux archives de la ville. Et là, aux archives, c'est vrai que qui est un lieu qu'on a peu fréquenté pour chercher nos papiers dominateurs, on a fréquenté plus la bibliothèque. Je rencontre quelqu'un qui fait un travail sur les domiciliations, donc fait un travail sur l'histoire des maisons du vieux Strasbourg, et il essaye de construire des arbres généalogiques d'occupation, pour savoir qui occupe, quelle famille, quel métier, etc. Et à force de consulter les archives et les inventaires, il tombe sur des inventaires un peu mieux brochés que d'autres, avec des jolis papiers. Et puis il prend l'habitude de noter jolis papiers, jolis papiers, jolis papiers. Je le rencontre et je lui dis, est-ce qu'il veut bien me parler de cela? Et il me dit, ben oui, il y a quelques jolis papiers, on va en chercher quelques-uns. Et on trouve comme ça, il me montre deux, trois papiers, dont un signé Matthias Blanc. Alors après, je prends un peu la relève et je continue le travail. Enfin, Christiane et moi continuons le travail, pardonnez-moi, ou pardonne-moi, Christiane. Continuons le travail. Et il se fait qu'on a publié il y a en 2016 ou 2001 un article où on a recensé 25 ou 26 papiers signés avec la signature Matthias Blanc. Et on avait un certain nombre d'autres papiers sans signature qui, bon, probablement sont en Matthias Blanc, mais avec nos 26 papiers, on était tellement contents, c'était une découverte exceptionnelle, là encore, et ça nous suffisait pour ne pas publier les probablement Matthias Blanc. Donc je pense que dans les prochaines années, on va avoir ce même type de surprise, hein. C'est-à-dire que alors c'est pas, je veux dire, c'est pas tous les jours hein, qu'on croise un nouveau nom, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de trouver le numéro 6 de Gauguin qui nous manque, encore moins le nom d'un Matthias Blanc qui est bien documenté. Alors c'est vrai qu'on a pu faire l'histoire de ce Matthias Blanc qui venait d'Augsbourg, donc il n'était pas strasbourgeois d'origine. Il vient s'installer dans les années 1720 à Strasbourg. Il commence par être boulanger. Les métiers ont changé de métier. Et puis, il doit avoir effectivement l'idée que les papiers d'Augsbourg, enfin, les papiers dorés d'Allemagne, qui se vendent très très cher, avec des droits de douane excessifs, j'en sais rien, mais en tout cas des droits importants, etc., mais qui se vendent, il se dit, mais pourquoi moi je ne ferais pas des papiers Donc il retourne à Augsbourg faire une sorte d'apprentissage pour apprendre le métier. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, il doit convaincre effectivement tous les édiles de l'autoriser à faire des papiers à Strasbourg qui vont devenir concurrents des papiers importés et qui faisaient la richesse des marchands papetiers qui les vendaient et qui donc étaient, vous voyez d'un très mauvais œil, l'arrivée d'un nouvel intervenant dans la distribution et la vente de papier. Voilà, je regarde un peu quelle heure il est pour savoir où j'en suis. Bon, je prends encore un tout petit peu de temps, et ensuite je me livrerai à vos questions en espérant pouvoir répondre à quelques-unes d'entre elles. Alors, tout à l'heure, parce que je trouve que c'est assez intéressant de se dire comment un sujet naît, en fait, parce que on va dire que le sujet existe, la dominoterie existe, on voit qu'il y en a 100 000 feuilles qui traînent dans certains ateliers, donc c'est pas aussi important que l'ébénisterie, c'est peut-être pas aussi important que plein d'autres choses qui nous laissent des traces, mais on va dire que c'est une chose qui n'est pas totalement négligeable. Comment un sujet négligeable disparaît et comment il réapparaît, hein. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu d'études, pas d'intérêt pour cette chose-là. Alors il y a un autre élément que j'ai signalé, mais peut-être un peu rapidement. J'ai dit qu'à partir les changements, l'imprimerie change, on invente la couverture, et donc la couverture imprimée, on va dire, il y a la révolution, premier élément, on arrête
faire relier ces livres, on a la naissance de la couverture, et donc on a toutes sortes de raisons qui font que les dominotiers ont de moins en moins de possibilités de faire partager, enfin de partager ou de vendre leurs travaux. Donc on peut dire que le métier en France s'éteint en 1820. On a Garnier qui à Chartres continue à faire quelques papiers jusqu'en 1830, mais on va dire que le métier est fini, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre de la dominoterie. Donc on est effectivement sur une chose qui s'arrête, qui ne se poursuit pas, et donc qui s'oublie peut-être. Voilà. Peu de gens s'y intéressent. Je disais tout à l'heure Champfleury et Liéville, hein, donc 50 ans plus tard, en 67, 73. Ensuite, on a effectivement notre bibliothécaire au Mans. Et puis, on a un autre personnage qui est assez important, qui est lyonnais, qui est Gabriel Magnien, qui est bibliothécaire à Lyon dans les années 50, qui est grand collectionneur, qui, je pense, passait autant de temps dans sa bibliothèque qu'à aller fouiller les caves des librairies, etc., qui se prend de passion pour la dominoterie et qui en rassemble un grand nombre d'exemplaires. Hein. Donc c'est vraiment un des premiers collectionneurs. Alors les collectionneurs à la fois pour la bibliothèque et pour lui, semble-t-il, puisque dans ces papiers, on a eu pas mal de dominotés qui sont apparus et qu'on a pu utiliser. Donc ça, c'est assez important. Et c'est grâce à lui qu'on a pu effectivement publier, alors qu'on n'a que Chavagneux, Ménétrier et Parisé à l'instant, peu de noms, mais un certain nombre de papiers qu'on peut attribuer à Lyon, qui sont parus, je peux continuer à faire défiler peut-être ça, hein, qui sont parus à Lyon, il a chaque fois indiqué livre lyonnais. Alors, il avait la mauvaise habitude, peut-être par manque de place, de ne garder que les couvertures. C'était bon. Mais en tout cas, il notait au moins sur quel livre il l'avait trouvé, et il indiquait probablement lyonnais. Il n'y a pas un style lyonnais, mais c'est vrai que dans ce qu'il a repéré, il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement d'un même dessin, en tout cas d'une même école, si on peut parler d'école. Parfois, voilà, proche de certaines choses qu'on peut voir en Italie, mais je pense que c'est plutôt Lyon qui aurait inspiré l'Italie. Et puis évidemment, il y avait beaucoup de gens qui gravaient des bois ici. Grand pays où, enfin, il y avait beaucoup de tissus, et les tissus étaient souvent imprimés à la planche comme les papiers dominotés. Hein. Donc évidemment, ces mêmes graveurs faisaient des bois autant pour les tissus que pour les. Donc grâce à lui, on a une connaissance, alors très éparpillée, mais on a une petite connaissance des papiers lyonnais. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, on a quelques autres collectionneurs qui s'appelle Edmond Bomsel, qui est un collectionneur de tableaux, collectionneur de tous azimuts, grand ami d'André Breton, qui s'intéressait lui aussi beaucoup à l'imagerie populaire et aux objets populaires, toutes sortes d'objets d'ailleurs, mais aussi à cela. Ensuite, il y a Marie-Ange Doisy, dont on a vu qu'elle a fait un livre sur la dominoterie. Il fallait bien qu'elle ait quelques éléments pour construire son livre, donc elle avait collectionné, et elle avait retenu un certain nombre de livres, de papier à la fois italien, français et allemand, et même turc. Et puis des choses beaucoup plus récentes, hein, puisque la dominoterie a poursuivi un peu son... Et ensuite, on a effectivement André et Marie-Thérèse Jam. Alors, le métier d'André Jam est d'être libraire, et donc un libraire passionné, s'intéressant à 1000 choses, et depuis longtemps collectionner ces choses-là, et par des concours de circonstances, on va dire, plus ou moins réunit les collections de ces grands noms que je viens de vous citer, hein, Magnien, Bomsel, Doisy, c'est essentiellement ces collections, et quelques papiers de Champfleury. Voilà, et donc à partir de ça, on a la collection. Alors, c'est assez intéressant parce que pour différentes raisons, c'est moi qui ai permis d'acquérir... Enfin, j'étais totalement désintéressé dans l'affaire, mais c'est vrai, quand j'ai appris que Marie-Ange Doisy souhaitait se défaire de sa collection, je l'ai signalé à André Jam, qui a pris les devants pour pouvoir l'acquérir, quand les arts décoratifs voulaient l'acheter pour une somme ridicule et inadmissible. Donc voilà, c'est comme ça qu'il ait pu rentrer en possession de toutes ces collections successives. Il m'invite à venir voir cette collection avec Christiane et avec une autre amie qui est conservateur à la Bibliothèque historique de Paris. Et c'est vrai que quand je vois tout ça, moi je connaissais un petit peu, on avait
allez, à la maison, on avait 20 papiers dominotés qu'on avait glanés ici et là. Donc on était vraiment tous des connaisseurs. Quand je vois cet ensemble, quand nous voyons cet ensemble, on dit André, il faut en faire un livre. Enfin, on a quelque chose qui peut lancer, qui peut faire quelque chose. Puis moi, je trouvais ça. Enfin, quand on voit tout ça éparpillé, c'est tellement beau. Enfin, je ne sais pas si. Non, je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très beau. Mais je ne sais pas si ça suffit de voir là pour se rendre compte enfin, je sais pas, la beauté de ces choses. Enfin, moi, je trouve ça absolument. Donc ça, c'est notre seul papier qui nous vient d'Arras. Et donc, on décide de publier ce premier volume qui est l'état de la collection d'André Jam en 2010. Donc c'est vrai qu'on lui demande de faire le texte, il connaît assez bien le sujet, donc il peut le faire. On prend une décision de publier les papiers au format où on les trouve, c'est-à-dire de ne pas les réduire ou les agrandir, etc., pour permettre des comparaisons. Parce qu'il peut être intéressant de voir si on a deux modèles très proches, s'ils sont vraiment deux modèles différents, s'ils sont vraiment de taille semblable, etc. Donc ça, c'est plutôt dans l'idée que ces livres vont faire date par rapport à d'autres études. Hein. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas qui va les remplacer. Alors, quand on a des feuilles qui sont trop grandes, on publie un motif au format et puis la feuille réduite. C'est la seule solution qu'on avait, sinon on allait faire des planches dépliantes. On n'avait pas les moyens de faire ça. Et on publie tout dans l'état où on les trouve. C'est-à-dire qu'on se refuse tout travail de dépoussiérage, on va dire, factice, qu'on peut faire facilement sur Photoshop ou sur tout autre type de traitement de gravure qui permet d'effacer les traces du temps. On le donne tel quel. Alors c'est vrai quand on imprime ça, moi j'avoue que je me souviens bien, j'étais en Italie, on a imprimé ça en Italie. Je voyais les feuilles qui sortaient et je disais mais c'est d'une tristesse. Enfin, des grandes planches avec plein de... Je disais mais qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait tout raviver. Hein. Les éditeurs, ils vous font d'un livre tout sale, un livre tout neuf et tout propre, notamment quand ils font des facsimilés. Hein, je veux dire, donc c'est parfois étonnant. Donc on avait pris tout le contraire de ce parti. Et c'est vrai que il y avait avec moi la personne que je connaissais bien à l'imprimerie, qui avait un peu le même avis que moi. Et puis les Italiens, ils aiment bien la couleur encore plus que nous, je crois. Et elle dit, c'est un peu triste et tout. Ah, bon, on s'est trompé. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, mais tu sais, pour la couverture, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus joyeux. Et donc c'est la seule chose qu'on ait retouchée. On a fait une couverture pétante, mais dont je peux témoigner qu'elle n'est pas fautive. Elle est fautive, c'est évident. Mais on a vu le jaune tout à l'heure dans notre première boîte. C'était vraiment ce jaune. On a vu un rose qui était éclatant. Donc c'était un papier qui sans doute est beaucoup plus proche de ce qu'il fut au départ, tel qu'il est là, que tel que nous l'avons produit à l'intérieur, où il est déjà un peu terne, il est un peu passé, etc. Donc c'est la seule chose. Et on a continué sur ce même modèle, on va dire un peu déclarativement antiquaire, on va dire, ou en tout cas de cette manière-là, à publier nos papiers, vraiment au plus proche de la réalité. Donc, suite à... Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite, je crois, si je vous laisse poser 2-3 questions. Suite au travail d'André Jam et à nos travaux ultérieurs, qu'on a fait 3 ans plus tard, je crois qu'il y a eu un vrai réveil d'intérêt pour ces papiers. Alors, d'abord, un intérêt, je dois dire, parce que bon, quand vous êtes éditeur, vous sortez un gros livre comme cela, et que vous n'êtes pas nécessairement un grand éditeur, vous misez, vous pariez sur le fait que votre livre va quand même séduire un certain nombre de personnes. Alors nous, notre idée, c'était que les libraires qui ne connaissaient pas allaient s'y intéresser. Mais quand vous allez voir les libraires, vous parliez de dominoté, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est le plus mauvais public qu'un public qui ne connaît pas, la chose dont vous allez parler. Et puis en fait, il y a eu un engouement qui s'est passé à la Fashion Week en 2011, début 2011. Et à la Fashion Week, on a vendu 500 exemplaires. Tous les couturiers sont jetés sur ces livres de modèles dont on a pu voir fleurir ici et là, chez les plus petites marques comme les plus grandes marques, de Monoprix à Prada et à Dior, un pillage de ces modèles. Quoi. Bon, je n'étais pas très content, je me suis dit on est quand même un peu nul, on n'a aucun copyright à mettre, mais en principe, on n'a pas le droit d'aller piocher dans un livre et de ne pas le signaler à minima qu'on a fait... bon, on a laissé faire, on a dit, bon, puis c'est comme ça, c'est très bien, on était très contents. Et alors, les bibliothécaires, peut-être... ont été avertis de la naissance de ce livre. Il y a eu plusieurs prix pour ces livres, donc ils ont un petit peu parlé, enfin dans un microscopique monde, hein, évidemment, c'est pas des choses qui intéressent tout le monde. Et les bibliothécaires ont effectivement tout à coup découvert qu'ils avaient ce petit trésor enfui et qu'ils n'y avaient pas été attentifs. Et du jour au lendemain, la Bibliothèque nationale a été chercher tous ces dominotés, les a mis à la réserve.
Et bon nombre de bibliothèques ont fait cela. On fait exactement pareil. Hein. Donc, on fait exactement pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a, nous, encore comme trace? Donc, le travail, grâce au livre d'André Jam, à la poursuite qu'on y a donnée, a permis effectivement aujourd'hui d'avoir des bibliothèques qui présentent leur base de données. Alors il y a Grasse, c'est en ligne, il y a Toulouse qui l'a fait. Alors Toulouse avait refusé qu'on voit leur papier en disant qu'ils allaient faire un travail. Ils l'ont fait 10 ans plus tard, c'est bien, mais enfin, c'est pas très sympathique de ne pas nous laisser voir des choses qui nous appartiennent. Et puis voilà, Dijon l'a fait, Nancy l'a fait. Donc on a maintenant... Alors, je les regarde, je les reçois parfois. Hein, bon, tous ne nous connaissent pas et tous ne pensent pas, puis c'est à moi d'aller voir. Il apparaît que beaucoup sont anonymes et enfin, je veux dire, on bouleverse pas les chiffres que je vous donnais tout à l'heure de traces relativement. Moi, j'ai pas trouvé un Parisé ni un Gauguin paraître dans ces bases de données. On a quelques associés nouveaux. Alors j'ai commencé au début, je l'ai noté, puis je l'ai rajouté dans un livre, et puis j'avoue que je suis passé un peu à d'autres types de travaux, ce qui explique peut-être le côté un peu désordonné de ma conférence ce soir. Je ne me suis pas du tout éloigné du domaine, et je continue à m'y intéresser, mais c'est vrai que je suis passé un peu à d'autres sujets, mais on continue à arriver avec Christiane à faire un 3e volume, quand enfin celui-ci sera épuisé, ce qui va être dans 1 an, dans 2 ans le cas, et on aimerait bien peut-être rassembler les plus beaux quelques domaines, et puis rassembler des choses nouvelles qu'on a trouvées, parce que on a quand même trouvé des choses nouvelles. Voilà. Que vous dire de plus? Il y a un petit livre qui existe aussi de Valérie Hubert, qui est une collectionneuse, une rare collectionneuse, qui a une petite collection d'une centaine de dominos, qui est paru il y a 2-3 ans, qui est un livre qu'on trouve pour 20 ou 25 euros. Nos livres sont très très chers, donc on n'en parle pas. Et voilà, la collection d'André Jam est sans doute la plus importante en France, beaucoup plus importante que celle de la BNF et que celle de toutes les bibliothèques qui ont publié leurs inventaires. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'avec Christiane, on a beaucoup collectionné, donc peut-être la collection qui vient en 3e ou 4e position, parce qu'il y a bien sans doute des gens qui collectionnent et que nous ne connaissons pas. Et voilà, et on continue, malgré tout, à trouver ça joyeux, à trouver ces papiers formidablement évocateurs d'un sens inné, d'un sens immédiat du décor et du décoratif. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je ne laisse aucune chance de me poser une question. Bon, j'espère que l'enthousiasme de M. Kopylov, qui est tout à fait justifié, va induire un certain nombre de questions. Qui veut commencer? Merci tout d'abord, cet exposé passionnant. Il y a 2 choses sur le plan économique. Est-ce qu'on a l'idée du coût de ces dominos? Est-ce que ces ateliers avaient de l'aisance ou pas? Ou est-ce que c'était des petits ateliers sans avenir? Et enfin, est-ce qu'on a un statut ou une organisation de ces ateliers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de voir comment on devenait dominotier? Alors, plusieurs questions. Évidemment, c'était un métier qui était protégé, donc ils se protégeaient eux-mêmes. Il y avait sans doute des confréries qui empêchaient de s'installer dominotier, mais Papillon dit qu'un marchand qui fait du transport s'installe et commence à faire des dominos. Donc il y avait quand même des francs-tireurs, on va dire, qui faisaient ce métier. Pour la valeur même, je n'ai plus les chiffres exacts, mais toujours par rapport à Jacques Gauguin, on apprend que son ouvrier gagne environ l'équivalent du prix d'une rame, c'est-à-dire de 500 feuilles vendues, donc le prix de 500 feuilles imprimées que l'on vend équivaut au salaire d'un contremaître, on va dire. Donc voilà, c'est une idée. On peut imaginer que c'est des papiers qui étaient assez vite faits, mais c'était pas cher. Enfin, voilà. Comment vraiment, ça semblait être des artisans non pas pauvres. Ils semblent bien vivre. Alors, ils décrivent aussi l'appartement. Alors, l'appartement est bien meublé. Quand je dis bien meublé, il est meublé sommairement. Modestement, mais il a des armoires, il y a des tables, il y a tout ce que l'on veut. En revanche, il parle de hard pour la famille Gauguin. Alors, c'est une famille qui ne s'intéressait pas du tout
à l'aspect vestimentaire, hein, mais on voit bien qu'on ne vit pas dans l'opulence dans ces familles-là. Et on fait travailler les enfants, on fait travailler les épouses, et c'est un petit monde qui vit parce que toute la famille est organisée pour faire vivre l'atelier et en tirer quelques profits, enfin qui sont plutôt des profits de subsistance que des profits. Alors on a quand même Garnier à Chartres semblait être un marchand assez aisé, on va dire, mais dont la ruine apparaît en 1825-1830. Les bois, on n'a pas dit pourquoi ils sont aussi si rares. Hein. Ils sont si rares parce que quelque chose qui ne sert plus, on lui trouve, qui encombre, on lui trouve un usage. Et pour le bois, c'est surtout du bois de chauffage. Il y a eu des hivers très très froids et on a beaucoup brûlé ces bois. Et encore à Rixheim, au musée du papier peint, on a brûlé pendant la guerre quelques panneaux de chez Hubert. Enfin, on le sait, parce qu'ils ne servaient plus, qu'il manquait une pièce, que ça n'était plus dans le goût de l'époque. Et voilà. J'ai répondu, il me semble qu'il y avait 3 questions, j'ai répondu aux 2. C'est bon, voilà, pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour. Je fais partie de ces bibliothécaires qui ont eu une passion pour les dominautés grâce à vous. Vous êtes Laure de Rail, hein. C'est ça, tout à fait. Bon, pardonnez-moi, mais je n'ai pas mes lunettes et vous avez un masque, Voilà, donc ça fait moins beaucoup de facile. difficultés à se reconnaître. Mais je vous remercie d'être venu à l'époque parce que vraiment c'était une belle opportunité de montrer les exemplaires qu'on avait. Et entre-temps, bien sûr, on a évolué. À la faveur d'un déménagement, on redécouvre sans arrêt des exemplaires de papier dominoté, surtout. Il y a des gaufrets dorés aussi, mais voilà. Ah ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on approche les 400 unités. Formidable, parce que Voilà. c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est la preuve que quand un travail est engagé, qu'il enthousiasme suffisamment quelques-uns, on n'a pas besoin d'être très nombreux à être penchés sur la question pour que ça avance, quoi. Et ça va avancer dans ces prochaines années, c'est évident. C'est assez Et si important. on fait un nouveau livre, je viendrai vous voir, parce que vous m'aviez très j'aimerais bien beaucoup. accueilli une première fois avec une Oui, centaine de j'espère qu'on vous a papiers, pas avec fait 400, peur. ça va être encore plus. Revenez, ce sera volontiers. Voilà, avec grand plaisir. Sachant que... oui, enfin, je ne sais pas. J'avais plusieurs questions, notamment par rapport aux signatures lyonnaises, parce que malgré toutes ces avancées, moi, je ne trouve toujours pas de bois signé. Ouais. Enfin, en tout cas, d'exemplaires signés dans nos collections. Donc, je m'étonne beaucoup par rapport au mouvement des ouvrages, à ces flux commerciaux. Où est-ce qu'on va retrouver principalement les signatures lyonnaises, en fait? Parce que chez nous, il y en a, enfin, pour l'instant, pas à ma connaissance qui se sont révélés. Pas de Chavagneux, pas de Pariset. Pas... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on en a un de chaque, Pariset, Ménétrier, Chavagneux, un de chaque que l'on connaît. Alors, puisqu'on a publié, vous les connaissez évidemment, les papiers qu'on a publiés, donc on a publié une quarantaine, je crois, attribués à Lyon, hein, sur la foi de Magnien, hein, qui notait, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, c'est perdre son temps. Et donc, mais ces papiers sont anonymes. Alors, est-ce que tout simplement l'usage à Lyon était de ne pas signer ces papiers davantage qu'ailleurs? Peut-être. J'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que c'est très curieux. C'est très curieux, alors que c'est une ville qui produit sans doute énormément, a des grands échanges avec l'Italie dans les deux sens, en papier, en tissu, en toutes sortes de choses, et qu'on n'ait pas de signature. Bon, on a ces 3 là qu'on vient de voir, mais on n'a rien trouvé. Et je vous garantis que je n'ai rien vu chez les papiers que j'ai vus publiés par Nancy, mais vous avez regardé comme moi, donc on n'a rien vu. Donc c'est très, très, très étonnant d'avoir si peu de choses. Je me suis demandé si ça voulait dire quelque chose de la perception qu'on a du métier, par exemple, à Lyon. Ouais. Même s'il est très existant ou très présent, est-ce que le, entre guillemets, prestige qu'on pourrait reconnaître à ces graveurs est moindre à cet endroit-là? Je ne sais pas. Bref, c'est une question qui reste en suspens. Pour les gardes, oui. J'étais plus nuancée que vous, parce que j'ai l'impression, avec le recul, que c'est pas si exceptionnel. C'est moins souvent, mais c'est pas exceptionnel. Je dirais que ça peut représenter un 5e. Ah oui, chez vous? Je pense. Alors peut-être qu'on les connaît moins aussi, parce que c'est pas ce qui se présente de prime abord, et quand on essaye de faire une reconnaissance systématique, bon, ce qui apparaît, c'est forcément ce qui est en couvrure, en brochure, mais si on prend le temps un peu d'ouvrir, il y a quand même pas mal de choses qu'on a pu repérer. Donc voilà, un peu moins rare peut-être que... On s'en allait le dire, mais nous c'est vrai, enfin...
Je crois qu'André Jam en a 4 ou 5, moi j'en ai 6 ou 7. Et donc par rapport à l'ensemble, ça fait vraiment 1%. Je ne saurais pas dire la proportion, mais je crois qu'on est... Mais c'est l'état d'une collection, hein, enfin, de 2 collections. Oui. Je pense qu'on est au moins à une vingtaine, si ce n'est une trentaine d'exemples. D'accord, donc ça fait 10%. Hein. Oui, un petit 10%. Oui. Ouais, quelque chose comme ça. Sinon, je m'interrogeais à propos des reprises d'ateliers. Ouais. Est-ce que vous arrivez à voir peut-être le rachat de planches, soit d'un atelier à un autre dans une même ville ou d'une ville à une autre? Et par ailleurs, est-ce que, en regardant rapidement le signalement des archives concernant les dominotiers, avec ce terme de recherche, j'ai pu voir peut-être des conflits entre les graveurs, cette hiérarchie que vous évoquiez tout à l'heure. Et on sent qu'il y a vraiment du tiraillement entre ces différents métiers pour que chacun ne déborde pas et sur le précaré de son collègue. Alors, il y a des rachats de bois, évidemment. Il y a des cessions de bois et il y a des transmissions de bois. Donc c'est souvent effectivement familial, et donc on a Sevestre-Leblon, c'est 2 familles qui s'allient en fait et qui donc mélangent tout à coup les bois Sevestre au bois Leblon et puis se mettent à signer Sevestre-Leblon. Et on a Leblon-Paris, plutôt Orléans, excusez-moi, Leblon-Orléans et Leblon-Avignon. C'est la même famille à l'évidence, mais on n'est pas du tout persuadé que... qu'ils n'échangent pas des bois, qui sont gravés à Paris et signés à Avignon, c'est tout à fait possible. Je veux dire pour toutes sortes de raisons, on avait peut-être intérêt à produire un bois signé à Avignon pour mieux vendre ses papiers à Avignon, alors que le bois avait été produit et imprimé à Lyon, par exemple. Donc on peut très bien, mais on n'a pas d'authentification de ce qui pourrait être possible. Hein, okay. J'en ai pas, en tout cas on n'a rien trouvé. On est assez pauvre en archives sur ces petits métiers. Juste un petit détail. Il y a un engouement fort pour ces dominotés, mais pas seulement du point de vue de la couvrure ou des livres. Tout ce qui est mobilier, accessoires et notamment des paravents. J'ai le sentiment que ces dernières années, ce sont des choses un peu qui s'arrachent en vente. Et notamment les ateliers parisiens qui reprennent le métier, on va dire, de dominotier en le modernisant, bien évidemment, et qui font de la création ou de l'ornement ou de la décoration avec ce type de motifs, ça devient très inaccessible. Alors, c'est vrai que les paravents, j'en ai vu passer quelques-uns en vente. Il y en a un qui nous a échappé, parce que c'était un libraire qui le vendait, mais déjà à des prix sérieux. On est coupable, hein, il n'aurait jamais fallu paraître ces livres et continuer à acheter des papiers à bas prix et puis être les seuls à les chercher. Bon, on est coupable, on a fait qu'effectivement, de plus en plus, il y a des catalogues de libraires les plus prestigieux et ils mettent en couverture un très beau dominoté et ils vendent ça à prix d'or sur un livre qui, entre guillemets, n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, n'a pas beaucoup de valeur, peu de valeur marchande. Ce n'est pas... Donc, effectivement, on a fait ça. Il y a quelques beaux paravents qui sont passés en vente. Et puis, il y a effectivement, on va dire... Alors, je vais être méchant parce que... Non, pas méchant. Je ne vais pas être méchant. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais quand même, il y a certains qui ont vu des opportunités à ces livres pour se déclarer dominotiers aujourd'hui. Certains, je ne dis pas tous, mais certains. Et qui en font un commerce, à mon avis, un peu fautif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer des motifs 18e sur une assiette, sur des sacs prises uniques, etc., en se prétendant dominotier et en prenant un nom qui fait penser au XVIIIe siècle. Donc voilà, après, et surtout quand on prétend qu'on n'a jamais connu ces livres et qu'on a découvert le papier dominoté tout seul. En revanche, il y a un certain Alexandre Poulaillon qui, à Mulhouse, fait des très beaux papiers, qui est humble dans son métier, qui les grave bien, qui les fait sur des beaux papiers et qui n'est pas dans Art et Décoration, elle, et c'est des journaux que je ne fréquente pas, mais dans ce type de registre. Mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas, je veux dire, mais enfin, je veux dire, c'est un peu fabriqué, faux, etc. Enfin, voilà. Là où peut-être ça pourrait se prolonger avec le type de réseau, c'est dans le textile. Ah, le textile, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que Prada a fait une robe absolument magnifique avec la couverture de notre livre sur le papier italien, je vais vous montrer. Et on se dit, mais on est bête, on aurait dû devenir couturier, quoi. Je veux dire, on aurait changé de métier. Christiane, non. Mais ça marche du tonnerre. Justement, à propos de... Bonjour. Bonjour. Merci pour cette conférence. À propos de textile, je me demandais justement, pour rebondir sur la question de l'absence des signatures
des dominautés lyonnais, je me demandais si ça ne serait pas dû justement aux échanges avec de ces bois pour l'impression sur étoffe, qui ne nécessitent pas du coup la signature. Si c'est comme ça, c'est bien possible, c'est vrai. Pour éviter justement, pour permettre justement ces échanges entre l'impression sur papier et l'impression sur étoffe. Ouais. C'est tout à fait possible, et c'est vrai que les quelques papiers qu'on a produits sont des papiers à décor qui peuvent être très bien des papiers sur tissu pour les Lyonnais, enfin pour un certain nombre, pas tous. Après il y a des choses très simples qui sont lyonnaises aussi, parce que bon, ça Laure Dorail le sait aussi bien que moi. Le papier était très très rare, toujours été très très rare, sauf aujourd'hui où on le gâche. Mais et donc notamment au lendemain de la Révolution, beaucoup de livres qui étaient périmés, qui n'avaient plus de vente. On utilisait les feuilles comme papier de base pour en faire des dominos. On surimprimait un domino sur une feuille imprimée. Et dans les papiers, enfin dans ce que Magnien dit lyonnais, quand on regarde qu'est-ce qui a été imprimé, ce sont des livres lyonnais. Donc ça paraît évident que c'est bien un dominotier lyonnais qui a récupéré un fond de feuilles qui n'ont jamais été brochés, qui était à plat et qui a posé ses dominos. Donc on a la quasi-certitude que c'est bien à Lyon, et c'est bien, et ce que vous dites est certainement vrai, une habitude qui d'ailleurs est sans doute répandue dans d'autres régions. C'est vrai que c'est des gens les dominotiers étaient un peu déconsidérés, savaient à peine lire, à peine écrire, et donc je crois qu'ils évitaient le plus possible l'inscription, on va dire. Enfin, a priori, comme ça, on pourrait le lire comme ça, en tout cas. Pas le plus possible, en tout cas, beaucoup l'oubliaient. Et ces bois qui ont été grattés ne sont plus signés, et pourtant des dominotiers continuent à les utiliser et à les imprimer. Donc ils font le même travail, mais ils acceptent de le faire anonymement. Tu voulais dire quelque chose, Christiane? Comment? Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il nous reste 2 minutes. J'allais dire 4, mais c'est effectivement, s'il faut quitter la salle avant 20h, 2 minutes. Bon, si je ne me trompe pas, dans l'image 17, vous aviez 7 volumes reliés exactement à l'identique. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme remarque à faire sur cette façon de procéder par rapport à tous ceux qui sont reliés avec les marges et donc la signature? Alors les 7 volumes, malheureusement, et je n'ai pas bien préparé ma conférence, j'aurais dû pouvoir vous dire de mémoire, ou même vous le dire quand je vous les faisais passer, quels sont ces volumes. C'est 7 tomes d'une même série. Donc c'est pas comme l'exemple que je donnais, faites ce qu'il vous plaira, c'était ce livre que j'ai trouvé sous plusieurs couvertures, qui sont effectivement le même volume sous plusieurs couvertures. Là, on a des séries, et je crois que dans les volumes, on a plusieurs séries comme ça qui sont reproduites, où on a qui sont, c'est très très beau, il y en a une des premières qui est là, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc là, c'est effectivement une reliure uniforme, un peu comme on ferait, je ne vais pas la trouver, ça. Non, de cette manière-là, je ne vais pas la trouver. Et on a quand même plusieurs séries. Sans aucune marge. Alors, on peut imaginer il se fait qu'on prépare un livre sur les collectionneurs en ce moment, de papier dominoté. Alors là, ça, bon, vous ne devez pas le voir, c'est la photo un peu grise, mais puisqu'il fait sombre, mais voilà, une série de papiers sur un livre messin, et c'est vraiment magnifique. Et donc, on peut imaginer que là, il y a un goût, c'est un petit cartonnage. Il y a un goût quand même du brocheur ou du relieur pour faire une chose de belle. Là, il se fait qu'on prévoit de faire une petite livre sur les collectionneurs, un très peu le nom, donc personne ne le verra. Mais on a trouvé un certain nombre de papiers italiens des années 1930, pas très précieux. Et notre idée, c'est de se servir de ce papier pour les recouvrir. Et donc, on va prendre une demi-feuille. Mais c'est vrai que j'ai pris le parti d'enlever la marge, parce que je ne trouvais pas ça beau quand elle est brochée avec la marge, et donc on les coupe un petit peu. Voilà, mais bon, donc ça, je pense que c'est une affaire de goût, donc je pense qu'effectivement, ces dominotiers et ces libraires parce que c'est eux qui brochaient, avaient un sens quand même c'est évident qu'il y avait un sens du beau, et voilà, ça apparaît à l'évidence, et donc ils pouvaient aussi avoir une attitude rapport à cette marge. Et les couper le plus possible aussi, peut-être, pourquoi on en a assez peu de livres, enfin un nombre de livres considérable sur lesquels il n'y a pas de signature. Ça fait un peu pingre d'utiliser autre chose que le dessin. Enfin, peindre. Donc, vous pouvez vous dire, on va faire des plus jolies choses, des objets. Voilà.
c'est une réponse comme ça. Hein, Donc d'une part l'économie et d'autre part le goût. Voilà. Et oui, puis c'est Bien. peut-être de tension entre les deux, quoi. Merci. Et 30 j'ai pas bien secondes, répondu, Jean. je crois. 30 secondes, Jean-Paul. Excusez-moi, j'aurais voulu savoir dans quel bois étaient gravés ces papiers minotés. Alors, c'était généralement des bois fruitiers, Oui. et le bois Poirier. préféré était le poirier. Pareil. Voilà. Du bois de fil ou bois de boue? Alors, pardonnez-moi, c'est une chose que j'ai appris 100 fois. Et bref, dans le bois de fil, je pense que c'est celui qu'on utilise pour la gravure en règle générale. Mais, Oui, c'est le bois de fil, je pense. Voilà. Mais pardonnez-moi, il y a comme ça des choses qu'on m'a 100 fois dites et que je serais incapable de dénoncer. Tu veux... Bon, non, la dame là-bas... Là, on dépasse le temps. On va se faire